Imagine un rivage où la mer Égée polit la pierre depuis des millénaires. Les théâtres de marbre, les colonnes doriques, ioniques ou corinthiennes, les poèmes gravés dans la mémoire du monde, tout paraît immobile, parfait. Pourtant, la Grèce antique ne jaillit pas d'un seul bloc comme une statue tirée de la carrière. Elle se façonne lentement, par strates, au rythme des routes commerciales, des influences étrangères, des apogées flamboyants et des chutes retentissantes, jusqu'à inventer une manière d'habiter le monde, la cité, la polis, qui allait remodeler l'histoire occidentale. Reste une question. Que se passe-t-il lorsque le mythe, la guerre et la pensée se rencontrent sur la même île de lumière? Sur la Crète, carrefour de la Méditerranée orientale, les Minoens prospèrent entre environ 2000 et 1400 ans avant notre ère. À Knossos, Phaistos, Malia ou Zakros, les palais bruissent comme des ruches, cours cérémonielles, entrepôts aux pitois géants remplis d'huile, de vin, de céréales, couloirs labyrinthiques où le pouvoir se cache derrière l'administration. Les scribes consignent la vie économique en hiéroglyphique crétois puis en linéaire A, le syllabaire minoan, non déchiffré, dont les signes, comme des vagues figées, gardent le secret d'une langue perdue. Sur les murs, des fresques éclatantes, silhouettes élancées, pagnes flottants, cheveux noirs lissés, et surtout ces scènes de sauts de taureaux où des acrobates franchissent l'animal lancé à pleine course. Est-ce un rite religieux ou l'emblème d'une bravoure codifiée? Les chercheurs divergent, mais tous reconnaissent une culture maritime raffinée, ouverte à l'Égypte, au Levant, aux Cyclades. Un détail change tout. Ici, l'art célèbre la mer autant que le divin. Le culte minoan paraît exalter des figures féminines puissantes, les déesses aux serpents, des sanctuaires de sommet et le motif obsédant du taureau. L'odeur du sel et de la résine rôde dans les ateliers. Les potiers peignent des poulpes qui déploient leurs tentacules sur des vases aux galbes sûres. Les charpentiers de marine polissent les membrures des navires qui filent vers Chypre ou le delta du Nil. Puis l'équilibre se rompt. Vers le milieu du deuxième millénaire, Terra, Santorin, explose, projette des cendres et peut-être des tsunamis. Sur l'ampleur exacte de l'impact, les datations au radiocarbone et la séquence archéologique ne coïncident pas toujours, produisant des chronologies concurrentes, mentions méthodologiques essentielles. Séisme, reconstruction, incendie et peut-être des pressions venues du continent. À la fin, le linéaire B, le syllabaire mycénien du grec, déchiffré, apparaît à Knossos, signe que les Mycéniens prennent la main. Et si la mer qui avait tout donné avait aussi signalé l'heure du passage de témoins? Au nord, les Mycéniens dressent des citadelles aux murs cyclopéens. Mycène, Tyrinthe, Pylos, Thèbes. Le Mégaron, grande salle à foyer central, devient le cœur politique autour du Wanax, le souverain. Dans les tablettes en linéaire B, déchiffrées au XXe siècle, un murmure administratif. Rations de soldats, inventaire de chars, bronze, laine, impôts, liste d'artisans. C'est un État palatial, capable de mobiliser, de taxer, de faire la guerre, d'expédier des poteries vers Chypre ou le Levant. Dans des tombes à puits, des masques d'or, des poignards incrustés, des bijoux attestent l'ostentation d'une élite qui se rêve héroïque. Ici, l'iconographie emprunte aux Minoens mais magnifie l'armement, la chasse, l'éclat. La tradition place dans ce décor la guerre de Troie. À Issarlik, en Anatolie, des couches de destruction existent. Pourtant, l'ampleur et la nature du conflit restent débattues, et l'Iliade n'est pas un procès verbal. Prudence de méthode. Une chose demeure. Le mythe a la peau dure parce qu'il transporte un morceau de vérité politique, la lutte pour des routes et des détroits. Sauf que l'âge du bronze oriental vacille. Vers 1200 avant notre ère, des troubles multiples emportent des royaumes entiers. Peuples de la mer, révoltes, séismes, stress climatique, les causes se chevauchent, les certitudes reculent, les palais brûlent, l'écriture disparaît, les réseaux s'effondrent. Le monde mycénien se défait comme une voile sous l'orage. Quand l'encre se tarit, la voix reprend. Dans les siècles obscurs, l'oralité protège la mémoire. Des aèdes chantent des rois tombés, des murailles et des vengeances. Les villages se resserrent, la céramique géométrique enchaîne méandres et cercles. On forge le fer, on délimite des terroirs, on honore des héros locaux.
Puis une étincelle. L'alphabet phénicien adapté au grec réintroduit l'écrit vers 800. Un simple trait sur une amphore et la mémoire redevient transmissible au-delà de la voix. Mais un détail change tout. Avec l'écriture, la polis trouve des lois qui durent plus que les hommes. C'est l'époque archaïque. La Grèce antique s'essaie à 1000 formes de cités-États. Agora pour le commerce et le débat, acropole pour les temples, lois, fêtes, identité locale. L'aristocratie tient d'abord le gouvernail, mais la montée des paysans propriétaires, des artisans, des marchands bouscule l'ordre ancien. À Athènes, Dracon fixe la règle avec une sévérité proverbiale. Solon abolit l'esclavage pour dette, réorganise la citoyenneté selon la richesse, ouvre l'assemblée. Ailleurs, des tyrans, au sens grec, des hommes forts, surfent sur le mécontentement, brisent les clans, bâtissent ports et temples, financent des fêtes. La mer, de nouveau, devient la grande avenue. Grande Grèce en Italie du Sud, Sicile, littoraux Thrace, mer Noire, jusqu'à Massalia à l'ouest. Chaque colonie emporte le feu sacré de sa métropole et le rallume au nouveau foyer civique. Sur terre, la phalange hoplitique aligne bouclier et lance. À l'entraînement, chaque citoyen apprend que l'honneur tient dans l'épaule qui ne cède pas. Et c'est ici que la légende quitte le mythe pour entrer dans l'histoire. À l'est, l'empire achéménide, né sous Cyrus, enfle jusqu'aux rivages égéens. Les cités ioniennes se révoltent. Athènes et Érétrie s'en mêlent. Darius frappe. En 490, la plaine de Marathon boit la peur et la gloire. Les hoplites athéniens, menés par Miltiade, chargent, encerclent, renversent. Le nom roule comme une course qui n'en finit pas. Xerxès prépare la revanche. En 480, le défilé des Thermopyles devient autel. Léonidas, 300 Spartiates et leurs alliés. La roche, la mer, la trahison d'un sentier, la mort tenue jusqu'au bout. Thémistocle a déjà un autre théâtre, Salamine. Les trières grecques glissent dans l'étroit, rame contre rame, bitume qui chauffe, bronze qui crisse. La flotte perse, plus lourde, se heurte à la géographie et à la ruse. L'année suivante, Platée sur terre et Mycale sur mer. L'empire recule. Hérodote ouvre ses histoires et l'enquête naît. Mais une victoire militaire peut cacher une tentation, celle de se prendre pour l'empire qu'on vient de repousser. De la Ligue de Délos à l'empire athénien, il n'y a qu'un transfert de trésors. L'or quitte l'île sacrée pour l'acropole. La flotte protège, mais elle contraint. Les cités paient, parfois à contre-cœur. Périclès, stratège à la voix de marbre, élargit l'ecclésia, indemnise les fonctions publiques, défend une démocratie directe où les citoyens votent les lois, les alliances, les expéditions. Sur l'acropole, les maillets frappent la lumière. Le Parthénon règne avec ses raffinements optiques, stylobates légèrement convexes, entasie des colonnes. L'Érectéion aligne ses cariatides, Athénaniquet veille au bord du vide, les propylées ouvrent le ciel. Dans les théâtres, Échille, Sophocle, Euripide sondent le destin, la faute, la justice. Aristophane crie de rire et de satire. Dans l'agora, Socrate questionne jusqu'à la gêne. Platon imagine le monde des formes. Aristote classe, observe, construit des méthodes qui dureront 2 millénaires. Et pourtant, au sud, une cité sans rempart choisit la discipline plutôt que la pierre. Sparte a 2 rois, une Gérousiade ancien, des efforts vigilants. Elle a l'agogé, éducation collective qui forme des hoplites sobres, indifférents au luxe, dont la liberté individuelle s'efface derrière la cité. Elle a conquis la Messénie, réduit ses habitants au statut d'élotes et transforme la peur en système. Entre Athènes maritime et Sparte terrestre, le choc devient fatal. La guerre du Péloponnèse éclate en 431. Périclès choisit la mer et les longues murs, Archidamos, 2 incendies l'Attique. La peste frappe Athènes, emporte Périclès, la stratégie vacille. Il y a des coups d'éclat, Sphactérie, une paix fragile, Nicia, puis Lubrie, la grande expédition de Sicile. Syracuse résiste, l'armada s'épuise, l'issue vire au désastre. On dit que les survivants finissent aux carrières. Alors Sparte occupe Décélie, Lysandre obtient l'or perse et bâtit une flotte. À Aigos Potamos, la dernière marine athénienne est anéantie. En 404, les longs murs tombent, les 30 s'installent. Thucydide,
témoin lucide, démontre que la peur, l'intérêt et l'erreur pèsent plus que les dieux. Mais la Grèce n'a pas fini de surprendre. Un roi du Nord apprend vite. Philippe II de Macédoine, otage à Thèbes dans sa jeunesse, réforme son armée. Saris, phalange compacte, cavalerie des compagnons, art des sièges, diplomatie matrimoniale. Il joue des querelles grecques, pacifie ses frontières, avance encore. En 338, à Chéronée, Athènes et Thèbes cèdent. La Ligue de Corinthe naît sous tutelle macédonienne pour une guerre panhellénique contre la Perse. Philippe est assassiné, mais son fils a 20 ans et la fulgurance pour destin. Alexandre franchit l'Hellespont en 334, rend hommage aux héros de Troie, image frappante où la propagande se marie à l'épopée, manque de mourir au Granique, terrasse Darius III à Issos, puis tourne vers la Phénicie. Le siège de Tyr devient démonstration, une chaussée jetée dans la mer, des tours de siège qui grincent, la chaleur, le sel, les cris. L'Égypte accueille le conquérant. Alexandre fonde Alexandrie, consulte l'oracle de Siwa, endosse une aura quasi divine qui inquiète ses officiers. Gaugamel, enfin, bataille ouverte, manœuvre nette, empire achéménide renversé. Babylone, Suse, Persépolis tombe, une torche renverse un palais, vengeance de l'acropole incendiée ou ivresse, l'historiographie discute. Ensuite, la marche devient une diagonale vers l'inconnu. Bactriane, Sogdiane, résistance locale, mariage politique, garnison. Alexandre tente une fusion des élites, impose la proskynaise à la cour, suscite des mutineries. À l'Indus, contre le roi Poros, les éléphants écrasent la terre mouillée par la mousson. À l'Iphase, l'armée refuse d'aller plus loin. La descente de l'Indus, puis la traversée de la Gédrosie, tue de soif et de fatigue. De retour à Babylone, en 323, Alexandre meurt à 32 ans. Fièvre, complications, poison, les sources ne s'accordent pas. Sans héritier adulte, l'empire se disloque entre diadoques. Pourtant, quelque chose de neuf s'installe, une culture grecque mondialisée. Et c'est ici que la géographie se met à parler grec. C'est l'âge hellénistique. Les Ptolémées règnent en Égypte depuis Alexandrie. Les Séleucides de l'Anatolie à l'Iran. Les Antigonides en Macédoine. Pergame, avec l'autel de Zeus, sculpte la fureur des dieux. Plus loin, la Bactriane grécophone pousse jusqu'en Inde. La langue grecque, devenue koiné, administre, enseigne, débat. Dans la bibliothèque et le Mousion d'Alexandrie, Euclide systématise la géométrie. Ératosthène mesure la circonférence de la Terre avec une précision étonnante. Archimède tord la mécanique et la pensée. Callimaque et Apollonios polissent une poésie érudite. Le stoïcisme, Zénon, prône l'accord à la nature, l'épicurisme, Épicure, l'ataraxie, les sceptiques suspendent leur jugement, les cyniques déshabillent les conventions. En art, l'émotion grimpe au visage. Gaulois mourant, Laocoon et ses fils, victoire ailée de Samothrace. L'architecture corinthienne triomphe, la ville se fait boulevard, port, perspective. La religion se métisse, Sarapis mêle traits grecs et égyptiens. Les rois cultivent une aura sacrée. Mais à l'ouest, une puissance nouvelle ajuste son glaive à la mesure du monde. Rome intervient d'abord en arbitre, puis en maître. Cynocéphales et Pydna démontrent qu'une phalange figée ne tient pas face à la souplesse légionnaire. La Macédoine est domptée. La Grèce perd son autonomie. En 146, année où Carthage est rasée, Corinthe est mise à sac. L'Achaïe devient province. Pergame passe par testament, Antioche tombe. En 31, Actium scelle le sort de l'Égypte de Cléopâtre. En 30, l'époque hellénistique se clôt politiquement. Pourtant, la Grèce conquiert ses conquérants. La païdéia devient signe de raffinement. Les élites romaines apprennent le grec, fréquentent Athènes, collectionnent les marbres, copient les ordres architecturaux, écrivent des épopées qui dialoguent avec Homère. La Grèce n'est plus souveraine, mais son esprit circule plus que jamais. Au cœur de ce long arc, la mythologie et la religion grecque tissent une trame souple. Zeus, Héra, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Aphrodite, Héphaïstos, Hermès. Un panthéon de dieux très humain. Moins d'orthodoxie que d'orthopraxie. On sacrifie, on défile, on consulte Delphes. Chaque poli honore sa divinité Poliade. Les mystères d'Éleusis ou l'orphisme promettent, par des rites secrets,
une meilleure destinée. À partir du 5e siècle, la critique perce. Xénophane dénonce les dieux à l'image des hommes. Platon allégorise. Aristote classe. Cependant, les fêtes demeurent, ciment social autant que ferveur. Dans l'Orient hellénistique puis romain, les cultes se métissent, s'assimilent. Zeus avec Jupiter, Athéna avec Minerve. Quand le christianisme triomphe, les rites publics païens s'éteignent, mais l'imaginaire mythique survit en profondeur, nourrissant l'art, la littérature, la philosophie. Un paradoxe demeure, la Grèce a appris à douter sans renoncer à l'émerveillement. La philosophie grecque, enfin, trace la grande conversation de l'Occident. En Ionie, Thalès, Anaximandre, Anaximène cherchent l'archet. Héraclite dit le flux, Parménide l'être immobile, Démocrite disperse des atomes dans le vide, Pythagore écoute la musique des nombres. À Athènes, Socrate questionne la vie bonne jusqu'à l'hostilité des juges. Platon fonde l'Académie et donne au dialogue la profondeur des idées. Aristote, au lycée, allie observation et logique, de la biologie à la rhétorique. À l'époque hellénistique, les écoles descendent de la cité idéale vers l'éthique quotidienne, stoïcisme, épicurisme, scepticisme, cynisme. Plus tard, le néoplatonisme de Plotin irrigue la pensée chrétienne. Cicéron traduit, Marc Aurèle médite, et, de la scolastique médiévale à l'humanisme, la méthode et les problèmes demeurent. Mais un détail change tout. La philosophie grecque ne dit pas seulement quoi penser, elle enseigne comment penser. Reste l'évidence visible, l'art, l'architecture, la littérature. 3 ordres architecturaux, dorique, ionique, corinthien, règlent la lumière. Des raffinements optiques corrigent la perception. Les théâtres épousent les pentes, les stoas cadrent l'espace public, les plans hippodamiens tracent des quadrillages. En sculpture, du kouros raide au contrapposto de Polyclète, du marbre serein du Parthénon aux draperies tourbillonnantes de Samothrace, la Grèce cherche l'humain dans l'idéal et l'idéal dans l'humain. La céramique passe des figures noires aux figures rouges. La grande peinture a presque disparu, mais la mosaïque d'Alexandre à Pompéi et les descriptions antiques laissent deviner l'ombre, le volume, la trompeuse profondeur. Côté lettres, Homère fixe l'échelle des valeurs. Hésiode tresse cosmogonie et éthique. Les tragiques sont de la faute et la loi. La comédie rit de tout. Hérodote enquête, Thucydide analyse, Platon questionne, Aristote ordonne. Puis Callimaque, Apollonios, Théocrite ouvrent d'autres voies. La Grèce antique, même annexée, continue d'irriguer Rome, Byzance, la Renaissance, nos théâtres, nos musées, nos bibliothèques. Et c'est ici que l'héritage devient quotidien, quand on débat, quand on mesure, quand on cadre la lumière. Alors, que reste-t-il lorsque l'on traverse ces siècles comme on longe une côte? L'idée qu'une civilisation n'est pas un miracle tombé du ciel, mais un patient maillage de ports, de palais, de places publiques, qu'une écriture perdue peut renaître autrement, qu'une défaite militaire peut annoncer une victoire culturelle, qu'un temple n'est pas seulement une prière de pierre, mais un calcul de proportion et de lumière, qu'un débat sur l'agora vaut autant qu'une charge de hoplite. Les Minoens ont appris à écouter la mer, les Mycéniens à administrer la force, les cités à transformer le conflit en loi, les Athéniens à confier la décision au nombre, Alexandre à mondialiser une langue, l'époque hellénistique à faire dialoguer des dieux. Et si, chaque fois qu'on rectifie une colonne, qu'on doute avant d'affirmer, qu'on débat en assemblée, on marchait encore, sans le savoir, sur l'agora d'Athènes?